Merci aux organisateurs de leur invitation. C'est un plaisir pour moi. Mon propos sur les infiltrations de corticoïdes sera relativement bref, puisque je vais le limiter à celles qui sont encore pratiquées actuellement, enfin les plus pratiquées, c'est-à-dire au niveau de l'épaule et au niveau du coude. On parle de moins en moins d'infiltration de corticoïdes, notamment dans le milieu du sport. C'est de plus en plus décrié, en tous les cas controversé. Alors, savoir, on dit bien sûr, tout le monde le sait, un tendon, c'est un organe vivant, c'est un organe qui s'abîme, c'est un organe qui se répare également, et c'est un organe très important parce que c'est un amortisseur finalement entre le muscle et l'os. Donc, c'est très fondamental pour l'appareil locomoteur. La fréquence des lésions, il y a deux facteurs principaux, l'âge d'une part, et d'autre part le caractère répétitif des activités. Et les processus physiopathologiques, en gros, sont au nombre de trois. D'une part, les frottements répétés, ce qui crée des conflits, notamment d'origine intrinsèque. D'autre part, des compressions, voire dans certains cas. Et surtout, la surutilisation, l'overuse, qui est liée à différents mécanismes, à différents mouvements, plus ou moins brutaux, plus ou moins répétitifs, etc. Et qui font que les tendons sont globalement très sollicités. Alors, sur le plan histologique, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de cellules inflammatoires intratendineuses, normalement, qu'il y a une diminution, comme a dit Jean-François tout à l'heure, de la quantité totale de collagène, une modification du ratio du collagène, une désorganisation des fibres de collagène. On voit très bien sur le schéma de droite, il y a cette véritable perte de l'empaquetage du tendon, et puis une modification des ténocytes, en particulier au niveau des mitochondries, qui est peut-être un des éléments fondamentaux de l'altération de ces tendons. Alors, dans le passé, on avait une vision qu'on considère de nos jours comme simpliste, c'est-à-dire une vision douleur égale inflammation au niveau des tendons. Maintenant, on est passé à deux explications différentes sur la stimulation des nocicepteurs. D'une part, une hypothèse mécanique, comme ça a déjà été souligné, d'autre part, des hypothèses biochimiques par la présence de différentes substances irritatives. Alors on insiste beaucoup sur le rôle de la néovascularisation. Il faut savoir qu'elle est constante dans les tendinopathies, telles que montre le dessin. En revanche, il n'y a pratiquement jamais de néovascularisation dans les tendons sains. Et il y a des structures neurologiques autour de ces néovaisseaux qui expliquent les relations qu'il peut y avoir avec la douleur. Et ce qui est bien démontré par la sclérothérapie, lorsqu'on prend la peine de scléroser ces petits vaisseaux, on a une disparition immédiate des douleurs, donc ça pourrait être un traitement, c'est un traitement dans certains pays. En revanche, la réapparition de ces néovaisseaux se fait en l'espace de quelques semaines, et c'est une thérapeutique qu'on a complètement abandonnée de nos jours, mais il y a vraiment un rôle certain avec la douleur. Alors il y a différentes classifications qui sont proposées. La première qu'il faut condamner, c'est celle de tendinite, puisqu'on n'utilise plus ce mot, il est passé de mode étant donné l'absence de cellules inflammatoires. Il y a un autre mot que j'aimerais bien qu'on m'explique un jour, c'est tendinose dégénérative. Pour moi, c'est comme les méniscopathies dégénératives. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Si on demande à un radiologue qu'est-ce que c'est qu'un ménisque dégénératif, ils le mettent dans leur compte rendu, mais qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Alors je pense qu'on doit parler de péritendinite, notamment chez des jeunes. On doit bien sûr parler de ténosynovite, et on doit parler de tendinopathie sous des aspects extrêmement variés et se contenter de ça comme classification lésionnelle. Il y a différentes gradations cliniques, notamment celle de Stanish, qui est fondée sur 6 grades, qui est assez intéressante parce que ça permet de parler à peu près le même langage entre thérapeutes, et donc qui est à peu près connue, n'insiste pas, on peut la trouver n'importe où, depuis l'absence de douleur jusqu'à la douleur interdisant l'activité. Et puis il y a celle de Leadbetter également, qui est intéressante parce que c'est divisé en 4 grades, dont les 2 premiers sont totalement réversibles et n'appellent pas spécialement de traitement, et les 2 derniers sont nécessités de traitement avec des lésions qualifiées d'irréversibles à l'époque. Alors l'évolution des lésions, il faut savoir qu'elle est très variable, bien entendu. Ça peut aller de la régénération, un retour à la normalité, mais c'est finalement une hypothèse relativement rare. Il y a une réparation cicatricielle qui peut se faire. Savoir que dans toute façon, le processus de cicatrisation est un processus évolutif qui est lent, puisqu'il va s'étendre sur plusieurs mois, voire un an, voire davantage dans certains cas. L'évaluation clinique est absolument fondamentale.
bien sûr l'interrogatoire qui est le recueil des symptômes. Il faut savoir interroger, savoir écouter les patients, et on évoque à ce moment-là un certain nombre d'hypothèses diagnostiques, et puis il faut les examiner, bien entendu. Et cet examen clinique, c'est la triade habituelle de la douleur à l'étirement, dans certains cas, douleur au conflit, la douleur à la contraction résistée, et en fin de course, la douleur à la palpation, une fois qu'on a parfaitement identifié la structure qui peut faire souffrir. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se passer, comme des gonflements, tuméfaction, etc. En fait, on doit aboutir à un diagnostic clinique dans l'immense majorité des cas, parfois à 2, parfois à 3, et c'est dans ce contexte-là que l'imagerie prend son importance. Et l'importance de l'imagerie, c'est d'être guidé par l'examen clinique et non pas une demande arbitraire, soit d'IRM systématique comme on va faire maintenant, soit d'échographie, etc. Il faut faire un choix véritablement guidé. Donc cet examen clinique, absolument fondamental. Alors j'ai très vite passé sur quelques éléments de cet examen clinique qu'il faut quand même connaître. Sur l'épaule, il faut faire 4 mouvements actifs, élévation antérieure, latérale, rotation externe, rotation interne. Il faut faire des tests de conflit, bien entendu. Il faut revenir un petit peu sur cette notion de conflit telle qu'elle avait décrite par Biliani, avec ce bec acromial de 3 formes possibles, qui a donné lieu à un excès extraordinaire d'intervention chirurgicale, parce qu'on allait raboter ce bec acromial et on guérissait, paraît-il, tous les gens. En fait, la notion actuelle est fondée plutôt sur l'acromion court ou l'acromion long, et ce sont des choses qui sont peut-être plus intéressantes parce qu'on peut en définir une pathologie, soit tendineuse, soit au contraire articulaire. L'étude des contractions résistées est très importante, en sachant que pour chaque tendon, on a pratiquement la possibilité d'avoir au moins 2 tests, l'abduction est à 20 degrés, le job pour le supraépineux, tester les rotations internes, les rotations externes. Il y a les tests qu'il ne faut jamais oublier, c'est ceux du muscle subscapulaire qui étaient très longtemps oubliés, très longtemps méconnus, parce qu'en fait, on testait uniquement la rotation interne, et en fait, on testait des muscles beaucoup plus puissants que le subscapulaire, grâce aux travaux de Gerber, avec le lift-off test, puis avec le Billy test, et avec le test de Lafosse également, on a pu obtenir des informations intéressantes sur l'existence de souffrance de ce tendon, voire de rupture dans certains cas. Autre élément qui est très souvent évoqué, c'est la ténosynovite ou la tendinite du long biceps. Il faut savoir que la flexion du coude ne sert qu'à une chose, c'est à mettre en évidence la rupture complète sous la forme du muscle Popeye. Ça ne sert à rien. En fait, il faut faire soit un test de palm-up test en élévation, soit un test de Gilchrist, c'est-à-dire le coude fléchi à une trentaine de degrés, qui sont des tests qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont intéressants, qui doivent être pratiqués systématiquement. La palpation des tendons, on a beaucoup insisté dessus, de nécessité de palpation en position de dégagement. Maintenant, on est un peu perturbé. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en fait, l'insertion des tendons de la coiffe des rotateurs n'est pas celui qu'on croyait. En fait, l'insertion de la coiffe des rotateurs sur le trochiter, c'est essentiellement l'infraépineux qui recouvre et non pas le supraépineux. Et vous l'avez très bien figuré sur ce schéma où vous voyez que finalement la majorité du trochiter, la facette supérieure du trochiter est recouverte par l'infraépineux. Donc quand on palpe ce tendon, on ne palpe pas forcément le supra, mais plutôt l'infra. De même pour le long biceps, il faut prendre l'habitude de le palper en rotation externe, et non pas sentir le roulement, et non pas de palper le sillon de deltopectoral. On palpe n'importe quoi, la capsule peut-être, mais sûrement pas le tendon. Pour le coude, il faut faire 4 mouvements passifs, extension, flexion, abduction, varus et adduction. Et là, c'est la mise en tension de ces tendons qui est intéressante. Et c'est vrai que quand on a une épicondylalgie latérale sévère, on va toujours avoir une limitation de l'extension. En revanche, on n'aura jamais d'imitation de la flexion. Et donc, on est sûr d'avoir un processus tendineux et non pas articulaire. Et on n'a pas le droit non plus de parler de tendinopathie latérale, par exemple, sans que le varus soit douloureux, ou d'épicondylalgie médiale, sans que le valgus soit douloureux. Ça fait partie intégrante de l'examen. Et c'est comme ça qu'on arrive à un diagnostic correct, et non pas, bien entendu, par la seule palpation. Les contractions isométriques, c'est important. Pour les radios, elles doivent être systématiquement, les extenseurs du poignet doivent être systématiquement recherchés dans 2 positions, c'est-à-dire le coude en flexion
où généralement la douleur est très peu importante, voire après absente, et le coude en extension où elle est beaucoup plus douloureuse. Ça aussi, c'est un point capital de l'examen d'une tendinopathie. Il faut absolument avoir cette différence entre les deux positions du coude. En revanche, pour les extenseurs des doigts qui font partie du tendon commun des épicondyliens, il n'y a pas de modification. On a la même douleur en extension-flexion. Ça aussi, ça fait partie de la bonne clinique. Pour les fléchisseurs des doigts, faire une flexion du poignet et des doigts, ça n'a aucun intérêt. En revanche, faire un appui pulpaire, ça a souvent un intérêt, car on réveille à ce moment-là une douleur souvent considérable. Reste la palpation, la percussion. La palpation de l'épicondyle latéral, c'est toujours douloureux dans les épicondylalgies parce qu'on retrouve cette notion dont Jean-François parlait à l'instant d'anthésopathie. Et bien sûr, quand on veut palper le tendon lui-même, il faut mettre le coude en flexion assez prolongée pour véritablement le palper. Sinon, on peut palper n'importe quelle structure, notamment l'interligne numéroradiale. En revanche, pour la face médiale, il n'y a aucune difficulté à repérer le tendon un peu en aval de l'épitroclé. Pour les poignets aussi, c'est facile. On est toujours dans la même stratégie. Inspection, parce qu'on voit parfois des tubéfactions tout à fait évidentes. Mise en tension, par la flexion, bien sûr, pour les extenseurs. Contraction résistée, ça fait partie intégrante du traitement. Et enfin, palpation, on a toujours ce même schéma qui doit s'appliquer. Pareil pour le fléchisseur carpien ulnaire, pareil pour l'extenseur carpien ulnaire qui est un tendon très très souvent concerné en pathologie du sport et notamment chez les joueurs de tennis. Pareil pour les fléchisseurs carpien radial, on a parfois une tuméfaction tout à fait évidente dans le cadre d'une ténosynovite et où la palpation est souvent très précise et permet d'évoquer ce diagnostic. Alors, de Kervin, je n'insiste pas là-dessus. Il faut insister sur l'importance de la manœuvre de Fickelstein qui se fait le pouce en flexion, comme ça, et alors que les tests isométriques, là, sont très très peu parlants. La tuméfaction, bien sûr, est souvent quelque chose de très précis. Fléchisseur et extenseur des doigts, aucune difficulté. Maintenant, il est un petit peu différent pour certains muscles beaucoup plus puissants, notamment les adducteurs de hanche, qu'il faut palper, bien sûr, en étirement, dans différentes positions, et en contraction résistée, là aussi dans différentes positions, de façon à mettre le patient dans des positions difficiles, comme le décubitus latéral, par exemple, pour le palper, plutôt que le décubitus dorsal, la palpation aussi. On va palper des muscles aussi comme le psoas, le moyen glutéal, en sachant que pour le moyen glutéal, finalement, la seule épreuve vraiment démonstrative, c'est pas l'abduction contre résistance, parce que tous les muscles glutéaux peuvent y participer, mais bien la dérotation externe, tel que l'avait très bien démontré Michel Lequesne, qui est un test qui doit faire partie intégrante du tableau clinique, de l'examen clinique. Pour le genou, c'est pareil. Pour tout ce qui est flexion du genou, il faut mettre les gens dans des conditions de difficulté croissante. C'est assez facile pour le quadriceps, puisqu'on part de l'extension, on va aller jusqu'à la flexion complète. Pour les ischio-jambiers, il faut toujours les tester dans deux positions, avec une petite flexion du genou et avec une flexion plus grande, et on a une très nette différence sur le plan de la réponse. Et la palpation, bien sûr, c'est facile à repérer, le tendon quadricipital, le tendon patellaire, le fascia lata, dans différentes situations, plus les tests en position debout pour le fascia lata. Pour le tendon d'Achille, je crois qu'il faut insister là-dessus, car malheureusement, encore à l'heure actuelle, on a au moins 30% de diagnostics erronés, qui sont des gens qui ont un tableau de souffrance du tendon calcanéen et qui en fait ont une rupture, parfois totale, parfois partielle, parce que les ruptures partielles existent. Il faut bien entendu regarder ce tendon et puis faire des tests fonctionnels de difficulté croissante, c'est-à-dire monter sur la pointe des deux pieds, monter de la pointe d'un pied, sautiller sur les deux pieds, sautiller sur un pied, et faire la comparaison avec une rupture. On est dans l'incapacité en appui monopodal, uniquement en appui monopodal, de monter sur la pointe. Bien sûr, toujours penser à regarder la dorsiflexion du pied, parce que dans les tendinopathies, elle va être limitée, alors que dans les ruptures, elle va être augmentée. La manœuvre classique de Thompson, qui est parfois une confusion avec une entorse de cheville, c'était pourtant une jeune sportive, un jeune sportif plutôt, et cet aspect avait tout à fait l'aspect d'une entorse de cheville. En fait, il y avait cette verticalisation du pied,
et cette non-réponse à la greffe de Thompson qui était tout à fait évidente, alors que dans une tendinopathie, on a au contraire un Thompson qui est parfaitement normal. Les ténosynovies défibulaires, ben, ça peut se voir aussi. C'est un tableau très différent finalement de la luxation récente qui est là aussi parfois confondue, ignorée parce que c'est un phénomène rapide avec une réduction immédiate. Et le syndrome fissuraire, un petit conseil de clinicien, regardez-le toujours en décubitus ventral, les pieds en dehors de la table d'examen. Ça vous permettra de voir parfaitement bien ce cours fibulaire et de le tester et de le palper tout à souhait. Alors, tibial postérieur, bon, c'est évident à l'œil, savoir qu'il y a une souffrance du tibial postérieur, à différencier bien sûr de l'importance du valgus qui est donnée par la rupture. Alors, pour en venir aux infiltrations, savoir que c'est en 1951 que les infiltrations ont été proposées pour la première fois dans les tendinopathies. C'est considéré comme une technique bien connue, j'ai mis bien entre guillemets parce qu'on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. L'utilisation a été très large, voire abusive dans certains cas. Il faut vraiment discuter sur les avantages et les inconvénients et il faut être très rigoureux. Alors pour de nombreux praticiens, c'est un traitement de première intention et pourtant, il n'y a pas d'études contrôlées vraiment importantes, il n'y a pas de méta-analyse dans la littérature importante, mais c'est quand même admis comme étant c'était admis plutôt comme étant une thérapeutique absolument admirable dans les tendinopathies. De nos jours, qu'est-ce qui reste? Il reste quand même que beaucoup de praticiens continuent à faire des infiltrations, un peu, des fois n'importe comment. J'ai vu il n'y a pas plus tard que quelques semaines un patient qui a eu un tendon d'Achille injecté quand même en intratendineux avec la rupture à court terme, bien entendu. À court terme, c'est un traitement qui est certainement efficace, toutes les études le montrent, même par rapport à d'autres thérapies dont on a parlé. Le problème, c'est le côté temporaire du résultat, quelques semaines, 2 mois, 3 mois au grand maximum. L'amélioration, c'est bien sûr par la diminution très certaine mais transitoire de l'inflammation péritendineuse. Le problème, c'est l'altération possible à ce niveau-là. Alors, avant d'envisager de faire une infiltration pour une tendinopathie, il faut être sûr de son diagnostic. Ça, c'est une chose qui est absolument formelle. Il faut le confirmer par une imagerie adaptée, souvent de nos jours l'échographie, bien sûr. Il faut aussi savoir ce qu'on infiltre, il faut avoir une bonne connaissance anatomique, et puis il faut savoir peut-être s'aider, dans un certain nombre de cas, d'un contrôle échographique. C'est vrai que c'est une méthode qui se développe, à condition qu'elle soit bien utilisée, car de temps en temps, on se pose un peu des questions sur la façon dont ça peut être réalisé. Alors, il y a des choix à faire, incontestablement. Choix du corticoïde, bien que ce soit de plus en plus réduit en France, vu la disparition progressive des corticoïdes. On en est réduit à pratiquement un seul produit de nos jours. Faire un choix sur l'aiguille, on va voir lequel. Un élément qui est fondamental, c'est la préparation de la peau du patient et la préparation de ses mains. Et ça, malheureusement, c'est fait n'importe comment dans un grand nombre de cas. La technique d'injection importante et donc peut-être l'injection sur le bol. Les nécessités sur le plan technique, c'est que le lavage soit fait soigneusement, que ce soit de façon chirurgicale, avec un lavage des mains, avec une solution liquidienne et pas avec un morceau de savon, bien entendu. Et puis préparer la peau du patient. Je vous l'ai résumé sur une plage, sur une image. Ah ben, je ne vais pas passer l'image. Alors, repérage soigneux, aiguille fine obligatoirement, 0,5, 0,6, très rarement 0,7. Il faut toujours injecter des doses modérées. Il faut injecter en silence. Il ne faut pas être en train de parler au malade et de postillonner pendant qu'on fait ça. Il faut injecter lentement au contact du tendon. Et dans la plupart des tendons plats, en tous les cas, il faut que cette injection ne soit pas unique, mais soit plutôt une sorte de criblage du tendon qu'une injection unique est faite rapidement, en particulier, qui a tendance un peu à dilacérer le tendon, ce qui n'est pas forcément le but. Beaucoup de problèmes se posent, on va les passer très rapidement en revue, qui sont des douleurs lors de l'infiltration. Donc c'est la nécessité d'utiliser l'aiguille la plus fine possible, qui rend les choses beaucoup mieux tolérées. C'est le reflux vers la peau et hors de la peau, parce qu'on injecte une trop grande quantité, et surtout parce qu'on injecte sous pression, donc il faut injecter lentement. Il faut surtout vérifier qu'on a injecté toute la quantité et éviter qu'il y ait ce reflux à la peau
qui va provoquer une atrophie cellulaire sous-cutanée, une dépigmentation de la peau. Donc c'est un vrai problème de technique médicale. Et il faut reconnaître qu'on voit assez fréquemment des patients avec la peau dépigmentée parce que les choses n'ont pas été faites correctement. Alors, il y a parfois des nécroses dermiques. C'est une faute technique, ça aussi. C'est parce que c'est une injection dans une petite artériole sous-cutanée. On n'a pas pris la précaution de vérifier, de tirer sur le piston de la seringue pour voir s'il n'y avait pas de sang qui venait, qui obligerait à changer d'endroit de site d'injection. Il peut y avoir des douleurs après l'injection qui apparaissent rapidement, qui peuvent apparaître rapidement, généralement qui ne durent pas longtemps et qui ne récidivent pas forcément. C'est un point dont il faut avertir les patients, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a des effets systémiques qui sont non négligeables, qui ont bien été mis en évidence, notamment par Mme Ducrot. Donc il faut espacer les injections, il faut éviter ce qu'on a vu faire trop souvent, c'est-à-dire 3 injections au rythme d'une fois par semaine. Ça n'a strictement aucun sens. Il faut espacer largement ces injections et surtout, il faut les vérifier chaque fois qu'on a véritablement besoin de les utiliser. D'autres problèmes peuvent se poser avec les infiltrations, qui sont quand même rares, comme les poussées d'hypertension, les accès d'hyperglycémie, etc. Le risque allergique existe, non seulement avec les excipients, mais avec les corticoïdes, ça a été parfaitement démontré, donc c'est peut-être exceptionnel, mais ça existe quand même. On peut avoir donc une allergie aux corticoïdes, contrairement à ce qu'on a dit pendant très très longtemps. Le problème, c'est celui aussi de la toxicité pour les tendons, incontestablement, avec quand même un doute là-dessus. Est-ce que c'est le corticoïde qui est vraiment toxique ou est-ce que c'était la lésion qui s'est aggravée parce que la suppression ou la diminution des douleurs a permis une plus grande activité? La question reste posée parce que chez l'animal, il en est tout à fait différemment de chez l'homme. Donc on n'a pas du tout le même type de réponse, semble-t-il, chez l'animal et chez l'homme. Alors, le risque de rupture, oui, injection généralement trop importante, trop rapide, c'est très important, et fréquence trop grande des injections, ça ce sont les éléments. Alors c'est un risque réel à certains niveaux, notamment épaules, le pouce, les doigts, la patella, la cheville, le tendon calcanéen. Est-ce que c'est un risque partout? Probablement pas, parce qu'on voit des gens qui ont une épicondylalgie latérale, par exemple, qui sont infiltrés, qui ont une rupture de leur tendon, qui sont guéris après. Donc on a une désinsertion chimique, on peut dire, ou mécanique par l'aiguille, je ne sais pas. On a des fois des résultats intéressants, et parfois également au niveau des adducteurs. Moi, j'ai eu des gens qui étaient complètement guéris après une infiltration, parce qu'en fait, on avait créé une lésion de toute pièce. Le risque septique, il existe bien entendu, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux règles d'antisepsie et non pas d'asepsie. L'antisepsie étant réservée aux êtres humains. Il y a ce risque aussi de calcinose différée qui peut exister, qui est l'hydroxyapatite de calcium, qui peut se boire et qui est souvent lié à la fuite du corticoïde lorsqu'on retire l'aiguille et qui évolue généralement spontanément, mais qui est quand même quelque chose d'assez douloureux pour les patients. En revanche, il y a un certain nombre de questions qui restent vraiment sans réponse. Quel est le risque comparatif d'une injection ou de 2 ou de 3 injections? À ma connaissance, il n'y a pas de travaux là-dessus. Quel est le risque d'une injection intratendineuse, péritendineuse? On dit intratendineuse, c'est extrêmement dangereux. En fait, il n'y a pas vraiment de travaux là-dessus. L'intervalle aussi, il n'y a pas vraiment de travaux. La durée de repos avant la reprise du sport, là aussi, on manque complètement d'éléments. Les autres éléments de risque, le risque des formes retard. On dit en France, il ne faut pas utiliser les dérivés de la triamcinolone. Aux États-Unis, on n'utilise que les dérivés de la triamcinolone pour traiter les tendinopathies. Donc il faut croire que la toxicité des produits varie avec les continents. Donc ça reste quand même un véritable problème. Et l'incidence réelle des complications, c'est aussi un peu. Alors, pour terminer, j'ai mis quelques petits éléments de la littérature récente. Je n'ai pas refait toute la littérature. En plus, elle est peu développée de nos jours sur les corticoïdes, alors qu'on est abreuvé de publications par le PRP, on l'a vu depuis ce matin. Première chose, dans ces méta-analyses publiées dans Lancet, les corticoïdes semblent peu efficaces à moyen et long terme dans le traitement des tendinopathies. Après, il parle des tendinopathies dans un article de Scott et de Kahn. Bien que les tendinopathies dans l'épicologie latérale et la rupture de la côte rotateur ne soient pas de nature inflammatoire, elles sont souvent traitées par injection de corticoïdes au prétexte que cela n'est pas nocif. Assez curieux comme raisonnement sur le plan médical. Analyse très intéressante
canadiens très, très récentes sur le tennis elbow, où ils ont bien montré que finalement, il n'y avait pas un gain formidable avec la corticothérapie, que le wait and see ou la physiothérapie donnait probablement des meilleurs résultats, et donc à long terme, on manquait d'efficacité incontestablement. Un travail français qui était présenté à l'SFR sur le coude et sur l'épaule, et qui a montré la grande utilisation encore de nos jours des corticoïdes par certaines spécialités médicales, hein, malgré le côté controversé. Ils ont fait une étude randomisée, je vais passer très rapidement là-dessus, sur 20 essais, 744 patients ont été traités par infiltration pour l'épaule et pour le coude. Infiltration avec une efficacité à court terme incomparable par rapport à d'autres éléments sur la douleur. Analyse des résultats également qui pouvaient se discuter, mais qu'en fin de compte, il n'y avait pas tellement de différence avec les anti-inflammatoires par voie générale, au moins sur le court terme, et une efficacité reconnue davantage dans les formes aiguës ou subaiguës que dans les formes chroniques, quelque chose tout à fait acceptable. Et les effets secondaires, donc l'augmentation transitoire de la douleur est reconnue dans 10% des cas, et les modifications cutanées dont j'ai déjà parlé, 4% des cas. Donc dans leur discussion, ils suggéraient que ces infiltrations étaient bien tolérées, efficaces à court terme par rapport à d'autres thérapeutiques, mais qu'il n'y avait aucun effet bénéfique à long terme n'a été mis en évidence, et que les corticothérapies locales ne semblaient pas plus efficaces à long terme que les anti-inflammatoires. Donc, il conseillait de prescrire plutôt des anti-inflammatoires par voie générale avant d'envisager une infiltration. Donc, que dire pour terminer de ces infiltrations? C'est qu'elles restent quand même fréquemment utilisées, peut-être trop fréquemment utilisées ou mal utilisées, que la technique n'est pas toujours bonne, aussi bien sur le plan de la préparation du patient, la préparation du praticien, que la réalisation du geste, qu'on obtient certainement une amélioration, mais qu'elle est toujours passagère, et qu'il faut absolument essayer d'avoir, ou abandonner cette thérapeutique, ou essayer d'avoir une confirmation des effets thérapeutiques, et puis surtout revenir sur ces effets systémiques qui ont été observés et qui ont été parfois extrêmement dangereux. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Rodino, pour cette mise au point. On voit bien que vous mettez en avant l'importance de l'examen clinique, et en tout cas, nous, en tant que médecins de MPR, on est ravis. Merci beaucoup. On a pris un tout petit peu de retard, mais ça laisse quand même encore la place à la discussion. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Rodino concernant cette mise au point sur les tendinopathies? J'ai une question, moi. Monsieur Jean-François. Dans ta pratique actuelle, quelle est encore la place des infiltrations de corticoïdes avec tes patients? Alors, une vraiment prioritaire absolue, l'épicondylite ou l'épicondylalgie latérale, parce que je fais tout, mais pas isolé, toujours suivi environ 15 jours après du protocole de Newcomer. Je ne sais pas si vous connaissez le protocole de Newcomer, qui est un protocole qui a été établi à la Mayo Clinique sur les tendinopathies après une infiltration de corticoïdes, qui est un protocole qui se rapproche un petit peu de la méthode de Stanish, de renforcement excentrique. Et je trouve qu'avec ces deux méthodes, l'association, parce que les épicondylalgies sont souvent quand même très douloureuses, commencer une rééducation, c'est pas du tout évident, et on peut parfaitement bien la commencer à ce moment-là, après l'infiltration. Et ça marche beaucoup moins bien pour les épicondylalgies médiales à ce moment-là. Dans l'épaule, je suis de plus en plus réticent. En tous les cas, je ne fais plus faire que par des radiologues. Sous radiographie, une injection intra-articulaire. Je ne fais plus jamais d'injection latérale. Plus d'injection soi-disant dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne, parce qu'il faut encore la trouver. Et j'en fais jamais faire, c'est très approximatif pour moi. En revanche, très souvent, une infiltration intra-articulaire de corticoïdes donne un bon résultat et permet de débuter la rééducation dans de bonnes conditions, parce qu'une épaule tendineuse douloureuse, c'est pas évident à rééduquer. Voilà, mes deux grandes indications, elles sont là. Pour le reste, oui, les adducteurs, de temps en temps, quand on a une vraie pathologie des adducteurs,
et non pas une pathologie noyée dans un contexte de pubalgie, on peut l'utiliser. Par contre, tendon d'Achille, n'en parlons pas, mais même les tendons de la cheville, fibulaire, tibial antérieur, tibial postérieur, mais moi je ne passe pas mon temps à avoir des ruptures, mais j'en vois tous les ans, je vois des ruptures complètes du tendon chez des gens qui avaient une tendinopathie et à qui on a fait une infiltration et qui s'est terminée par une rupture. De tendon rotulien, tendon quadricipital, hors de question d'en faire. Par contre, j'en fais faire un petit peu sur le poignet, oui, de temps en temps, sur les tendons, fléchisseurs ou extenseurs. Ça m'arrive de temps en temps. Il y a une autre question, monsieur. C'est pas logique d'utiliser les corticoïdes de temps zéro pour un effet rapide et suivre les PRP 4 à 6 semaines après pour effet à long terme? Alors je vais vous dire, je ne suis pas un partisan des PRP, donc je ne fais pas faire de PRP. Mais c'est une lacune probable. Et les deux, Pardon? sans faire suivre l'une après l'autre. Oui, j'ai très bien compris votre réflexion. Mais non, je vois pas l'intérêt de faire ça, parce que on fait son infiltration dans ces domaines très restreints, et on fait la rééducation derrière, et on a des résultats satisfaisants. Je ne vois pas pourquoi on mêlerait le PRP à ça. Sauf pas à long terme. Non, le long terme, il vient de la rééducation, le long terme. Le long terme, il ne vient pas de l'infiltration. On est bien d'accord. Il faudra me prouver que le PRP à long terme aussi est une action durable. Ça. Petit commentaire par rapport à votre question. En fait, il y a une étude qui a montré que si on faisait du PRP alors qu'on avait déjà fait de la chirurgie ou de l'infiltration de corticoïdes, les résultats étaient moins bons que si on faisait du PRP sans geste, on va dire, invasif sur le tendon. Donc, Ce sera l'objet de la prochaine communication. On va laisser la place à d'autres questions, monsieur. Qu'est-ce que vous faites sur une ténosynovite du tibial postérieur chez un sujet âgé si vous ne l'infiltrez pas? Ben ça, je ne l'infiltre pas parce que je sais qu'il a de fortes chances de rompre son tendon et d'avoir donc à ce moment-là un véritable problème mécanique. Donc le traitement qu'on leur fait en général, et pour moi il est très très simple, c'est semelle orthopédique, des bonnes chaussures, une économie dans les activités physiques et parfois un traitement anti-inflammatoire local. Parce que je trouve dans ce domaine-là, les traitements locaux marchent aussi bien que les traitements par voie générale. Et quand ça ne marche pas? Non, mais souvent les gens viennent. Arrivé à un certain âge, non. Alors après, ça dépend de la lésion, bien sûr. Si on a une rupture, on la fait opérer, surtout si c'est quelqu'un de jeune. Mais faire opérer une tendinopathie dégénérative, comme on dit, qui a 70 ans, je sais pas, je pense pas que Christian le fasse non plus. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Madame, et puis ce sera la dernière question. Je vous invite à continuer effectivement la discussion autour du café. Donc, dernière question au fond, madame, pour M. Rodino. Plus fort, s'il vous plaît. Alors, sur les aponévrosites plantaires, jamais d'infiltration. Ma réponse sera brève. Bien, merci beaucoup. On peut applaudir.